Voilà. Donc, on va s'y mettre tranquillement et comme d'habitude, les retardataires, entre guillemets, qui veulent être là en live, elles nous rattraperont. Et celles et ceux qui regardent en replay, on se retrouve en replay, hein, voilà. Coucou Sarah, chat. Alors, aujourd'hui, nous avons 1 h 15 pour parler d'énergétique, hein, coucou Roman, comme vous le savez, sinon je pense que vous ne seriez pas inscrite. On va focus, comme vous l'avez vu dans le titre de la masterclass, sur la question des routines énergétiques, parce que bon, l'énergétique c'est très vaste, donc en 1 h 15 on ne pourra pas parler de tout. Donc, comme d'habitude, j'ai fait un plan, hein. Hop, je gère les entrées au fur et à mesure aussi. J'ai fait un plan, on va parler de 4 choses principales, oui. Aujourd'hui, on va parler d'abord de la question de choisir un ou des référentiels théoriques, parce qu'énergétique, ça veut un peu tout et rien dire, hein. De faire passer un bilan personnalisé. Du coup, on va voir la structure classique d'une routine, et puis après, elle sera bien sûr à adapter. Et on va quand même parler d'alimentation, parce que faire une routine énergétique personnalisée sans alimentation, ça me paraît très limité, hein, comme d'habitude. Donc, je vous mets dans le chat, comme d'habitude. Vu que la masterclass, elle se fait aussi dans le contexte, hop, je vous mets dans le chat, de la formation accompagnée avec l'énergétique qui attaque dans 2 semaines. Je vous précise avant de l'oublier, je vous en parlerai à la fin de la formation, qu'il ne reste que 6 places, avant que j'oublie de le dire. Et si on ne se connaît pas déjà, que vous voulez potentiellement vous renseigner, voire vous inscrire à cette formation et qu'on ne se connaît pas, je vous mets le lien dans le chat pour l'appel découverte. Si on se connaît déjà, envoyez-moi un mail ou un message sur Instagram. Je vous reparle de la formation à la toute fin, comme ça je vous prends pas trop d'espace de cerveau avec, mais c'était pour que vous l'ayez en tête si ça vous permet éventuellement pour certaines d'entre vous qui seraient intéressées d'écouter la masterclass autrement. Je vous partage le replay cet après-midi, dès que ma 4G a collaboré. La plupart du temps, vous l'avez dans les 2-3 heures qui suivent la masterclass et je vous remets dans le mail associé les éventuels liens, ouvrages dont on peut avoir parlé pendant la masterclass. Comme d'habitude, pour celles qui n'ont pas l'habitude d'être là en masterclass, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à déverrouiller votre micro, à les poser ou à les mettre dans le chat. Et je les prends au fur et à mesure. S'il y en a parmi vous qui ont envie de mettre leur caméra, n'hésitez pas. C'est toujours plus vivant pour moi de voir des têtes. Si vous n'avez pas envie de la mettre, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à mettre vos questions au fur et à mesure. On n'est pas obligé d'attendre la fin. Mettez-moi dans le chat déjà qui parmi celles qui sont en live sont professionnels de l'accompagnement, coach, thérapeute, naturopathe, sophrologue, consultant, consultante, etc. Je partirais du principe que les autres, a priori, par défaut, sont là à titre plutôt particulier pour en savoir plus pour elles. Et avec quoi vous voulez repartir de la masterclass, comme ça j'adapte. Coach en transition pro, ok. Je demande s'il y a des pros de l'accompagnement, tout simplement parce que... merci Roman. Euh, qu'est-ce que je disais. Oui, je demande s'il y a des pros de l'accompagnement pour axer un petit peu mon discours. Coach en vie amoureuse, ok, Manon, ouais, je sais. J'accompagne avec l'astrologie, ok, on va en parler un tout petit peu. Roman, t'es coach. Ok, donc beaucoup de coachs, du coup. Beaucoup de coachs et quelques-unes plutôt de l'accompagnement de l'énergétique au sens large, astrologie, naturopathe, reiki. Ok, très bien. Ça me permettra d'axer un petit peu. Alors, déjà, le premier truc que j'avais à vous dire, donc le premier point, comme je vous disais, c'était la question des référentiels théoriques. Parce que parler d'énergétique, comme on a dit, ça veut un petit peu tout et rien dire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Et moi, j'aime bien, pour celles qui me connaissent déjà, une approche assez ancrée, concrète, pragmatique de l'énergétique. Alors quand je dis concrète, pragmatique, je dis pas que en yang, hein, pas du tout, mais je dis juste qu'on ait voilà, quelque chose qui soit quand même cadré, quelque chose qui soit clair, qu'on puisse expliquer facilement. J'avais un prof de psycho qui disait toujours ce qui est compréhensible s'énonce clairement. Et je suis assez d'accord avec ça. Je crois que en ce qui concerne l'énergétique ou n'importe quel autre sujet, ce qui est compréhensible s'énonce clairement. Donc, on a la question des référentiels théoriques. Alors là-dedans, bah, il y en a quelques-unes ici qui ont parlé de l'astrologie, par exemple, qui peut être... Et, et déjà que l'astrologie,
c'est déjà plein de courants différents. On a la naturopathie qui peut aussi s'apparenter à plein de courants différents. La médecine traditionnelle chinoise qui est un courant de l'énergétique généralement très connu. L'Ayurveda qui est la médecine traditionnelle indienne qui est aussi un courant de l'énergétique. Donc dans l'énergétique, vous avez déjà plein de référentiels théoriques. Et je crois que déjà, si vous vous intéressez à l'énergétique, pour vous, pour vos bénéficiaires, d'une manière ou d'une autre, c'est déjà important de choisir un ou des référentiels théoriques avec lesquels vous avez le plus d'appétence, entre guillemets, le plus d'affinité que vous allez creuser. Alors on en reparlera après, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à les mixer aussi, éventuellement, ces différentes approches. Mais je trouve que c'est bien quand même, voilà, de choisir un, deux, trois référentiels théoriques avec lesquels vous entendez bien, si je peux dire ça comme ça, parce qu'en fait, sinon, vous allez vous embrouiller, quoi. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, encore une fois, l'énergétique, c'est tellement vaste que si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, créer une méthode pour vous, pour vos bénéficiaires, pour faire des bilans, pour créer des routines, pour conseiller, pour aborder les problématiques, par exemple, plutôt psycho, entre guillemets, je vois qu'il y a beaucoup de coachs qui vous sont amenés sous l'angle énergétique. Si vous avez juste 45 référentiels théoriques que vous maîtrisez tous à 20%, vous allez complètement vous embrouiller. Alors après, la bonne nouvelle, c'est que généralement, ils reviennent à peu près tous au même. Tout simplement parce que ce sont des courants, entre guillemets, théoriques qui se sont développés dans le temps et dans l'espace de manière différente, à différents... Je coupe le micro, ouais. Qui sont développés à différents moments, qui sont développés à différents endroits, mais au finalement, vous avez beaucoup de choses qui se recoupent. S'il y en a parmi vous qui connaissent un peu la médecine chinoise et l'Ayurveda, c'est deux manières de discuter, entre guillemets, c'est deux jargons différents, c'est deux manières d'appréhender l'humain différentes, mais finalement, on retombe grosso modo sur la même chose, juste c'est pas dit de la même manière. Je vous prends un exemple très concret. Quand vous dites dans le référentiel des chakras, pour celles qui connaissent et qui s'intéressent à ça, que vous avez le troisième centre énergétique, le troisième chakra, Manipura chakra pour les intimes, qui monte un petit peu en pression, vous allez retrouver ce phénomène dans l'Ayurveda qui dit que le dosha Pitta est en train de monter en pression. C'est la même chose que quand l'énergétique chinoise vous dit qu'il y a une montée de yang dans le foie, en fait. Donc, en fait, vous retomberez sur la même chose, mais comme vous le voyez, c'est ce que je suis en train de dire, c'est du vocabulaire qui change, c'est des façons d'aborder la problématique qui changent. Et donc, si on veut prendre tous les référentiels en même temps, c'est un truc à s'embrouiller complètement. C'est pour ça que j'aurais tendance à vous conseiller quand même de choisir, euh, que ce soit en autodidacte ou dans les formations que vous suivez, un, deux, trois référentiels théoriques qui vous parlent et de bien les maîtriser parce que sinon vous allez plus rien comprendre. Notamment, je pense par exemple à la médecine traditionnelle chinoise ou à la médecine traditionnelle indienne, à l'Ayurveda, bah, qui sont des médecines à part entière, en fait. Donc, c'est pas, je veux dire, la petite théorie que vous allez apprendre en 15 pages. Donc, forcément, il y a tout un vocabulaire, il y a toute une vision qui va avec. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que pour travailler vos routines ou pour faire travailler les routines de vos bénéficiaires, puisque aujourd'hui on parle de ça, vous allez travailler avec ce qu'on appelle les horloges circadiennes. En gros, les horloges circadiennes, c'est que la plupart des référentiels théoriques dont je viens de vous parler répartissent l'énergie du corps, des organes, etc., d'une manière différente tout au long de la journée. Et évidemment, vous en doutez bien, que l'horloge circadienne de l'Ayurveda, c'est pas la même horloge circadienne que celle de la médecine traditionnelle chinoise, etc., etc. Même si dans l'idée, comme je vous disais, vous allez souvent retomber sur la même chose, c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est important que vous ayez des référentiels théoriques, parce que sinon, même vous, dans votre compréhension, vous allez être là, maintenant, je comprends plus rien, parce que moi, on m'a dit que 9 heures du matin, c'était CAFA, et puis de l'autre côté, on m'a dit que 9 heures du matin, c'était l'intestin grêle. Qu'est-ce que je fais de cette affaire, vous voyez? Donc ces horloges circadiennes, en gros, elles vous disent de telle heure à telle heure, c'est l'énergie X qui domine. De telle heure à telle heure, c'est l'énergie Y qui domine. Et ces horloges circadiennes, en gros, la répartition de l'énergie dans votre journée, peu importe le référentiel que vous choisirez, elles sont, à mon avis, très importantes, j'ai même envie de dire indispensables, pour que vous puissiez personnaliser les routines, les habitudes, l'hygiène de vie, etc., que ce soit la vôtre ou que ce soit celle de vos bénéficiaires. Parce que ça va vous permettre à la fois d'adapter à l'environnement macroscopique, à l'environnement extérieur, et à la fois, bien entendu, d'adapter à l'environnement microscopique, c'est-à-dire le vôtre ou celui de votre bénéficiaire, qui, si il a un profil X ou Y, n'aura pas besoin de la même chose à l'heure X ou Y. Ça va? Mettez-moi dans le chat si ça va, hein, parce que je n'ai que la tête de Roman, donc c'est la seule que je vois hocher la tête pour me dire oui.
Ok. Donc, ça, c'était le premier point préambule qui me paraissait important, de vous inviter à vous renseigner, à explorer, sauf si vous savez déjà, bien entendu, et à avoir des référentiels théoriques avec lesquels vous, voilà, avez une appétence, une affinité, pour pas partir dans tous les sens, pour que ce soit clair pour vous et que ce soit clair pour vos bénéficiaires. Je pense qu'il vaut mieux en faire un ou deux, les maîtriser et avoir un truc qui est clair plutôt que partir un petit peu dans tous les sens. Même si, je vais y venir après, vous avez toujours un intérêt à mixer, évidemment. Les deuxièmes points que je voulais vous aborder, c'était bah, justement, enfin, alors c'est pas vraiment comment faire un bilan personnalisé, parce que j'aurais pas le temps de tout faire là dans la masterclass, mais parler justement bah, du bilan. C'est-à-dire avant d'aller définir pour vous ou pour vos bénéficiaires une routine énergétique personnalisée, puisque c'était le titre de la masterclass, bah, évidemment, le préambule, c'est d'avoir un bilan, en fait, d'une manière ou d'une autre, parce que sinon, dans tous les cas, vous trouverez, si vous voulez, des routines classiques, et je vous la partagerai de toute façon après, mais l'idée, évidemment, c'est que plus ça sera personnalisé, plus ça sera utile. Donc évidemment, ça paraît évident, j'enfonce une porte ouverte, mais pour personnaliser une routine, faut-il déjà avoir fait un bilan bah, personnalisé, justement. Alors, quand on fait des bilans énergétiques, alors j'ai appris à vous en parler après, je vais peut-être commencer par ça. Déjà, il existe plein de tests. Vous avez plein de tests en ligne. Vous vous en doutez, j'aurais tendance plutôt à vous recommander de créer vous-même vos propres tests, fiches outils, fiches bilan, etc., qui pourront vraiment correspondre à 100% à votre pratique, si vous êtes praticienne ou praticien, je ne sais pas s'il y a des hommes qui seront là en replay. Comme ça, voilà, ça pourra vraiment mixer tous vos outils. Vous aurez une fiche outil que vous maîtrisez parfaitement et surtout dont vous allez pouvoir faire quelque chose. Parce qu'en fait, si c'est pour récupérer un test sur Internet et faire passer 8 pages de test, mais qu'en fait, il y a 5 pages de test dont vous allez rien, enfin, de résultats du coup, dont vous allez rien faire parce que vous savez pas quoi en faire, c'est un peu dommage, hein. C'est un peu dommage et puis ça mène à rien. Donc j'aurais évidemment tendance à vous conseiller de, au fur et à mesure que vous emmagasinez de la connaissance et de l'expérience, de créer vos propres bilans, fiches outils, tests, etc. On y travaillera, nous, pendant la formation. Bien entendu, on peut s'aider de tests qui existent déjà. Vous pouvez en trouver une multitude en ligne. Je pense notamment pour celles parmi vous qui sont branchées à Ayurveda, où dans l'Ayurveda, on vient faire un test d'évaluation des doshas, donc des 3 grands profils énergétiques de l'Ayurveda. Des tests d'évaluation des doshas, il en existe des dizaines, sûrement même cinquantaines en ligne, en fait. J'ai les retardataires qui arrivent. Donc voilà, vous pouvez très bien vous appuyer sur des tests qui sont déjà existants et les utiliser. Vous pouvez vous appuyer sur des tests existants et les remasteriser, entre guillemets, à votre sauce. Encore une fois, quand je dis remasteriser à votre sauce, ça me paraît évident, mais faites-le quand vous maîtrisez un petit peu, maîtrisez beaucoup même, le référentiel théorique X ou Y, quoi. Parce que bon, pas aller faire n'importe quoi avec le bien-être des gens, évidemment. Vous avez par exemple des tests en ligne qui existent qui peuvent servir de bilan de santé des chakras. Vous en avez plein. Il y en a qui sont, vous pouvez donner à votre bénéficiaire un lien, ils vont passer le test en 10 minutes. C'est un test en ligne, c'est comme tous les tests, hein, je coupe le micro. C'est comme tous les tests, hein, on est d'accord, c'est une photographie à un instant T très très précis de ce qui se passe. Ça reste, 01 qui m'appelle. ça reste un test, c'est tout relatif, c'est tout discutable, c'est etc. Mais ça peut vous donner les contours, on va dire. Ça peut vous donner les grandes lignes peut-être de ce qui est en train de se passer. Et bien entendu, je ne peux que, évidemment, vous inviter à, si vous savez de ces tests en ligne, à les repréciser bah, par l'entretien. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, ça marche pour les tests énergétiques, ça marche pour à peu près tous les tests qui existent, même quand vous faites passer un bilan des forces de psy positive, pour celles qui connaissent ce test ou qui l'ont appris avec moi en formation posture, ou le MBTI, ou le Big Five, ou n'importe quel test, à mon avis, est à mettre en perspective en parallèle de l'entretien que vous avez avec votre bénéficiaire. Du coup, dans cet entretien bénéficiaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais commencer peut-être par ce qui peut un peu moins vous concerner, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent en visio et ou qui ne sont pas des spécialistes de l'énergétique à proprement parler. Donc je vais commencer par ce point-là pour y passer plus rapidement. Évidemment que... alors, qui m'a dit Maître Reiki? Sarah, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, à part voilà, des professionnels comme Sarah, qui sont déjà des professionnels de l'énergétique au sens manuel, si je peux dire ça comme ça, ou
ou bah, des magnétiseurs, magnétiseuses parmi vous, des ostéopathes qui ont l'habitude de travailler avec ces outils-là, des médiums, pourquoi pas, enfin bref, tous les professionnels qui sont déjà habitués à du ressenti de l'énergétique, évidemment que eux déjà dans l'entretien pour faire un bilan, il y a toute la question bien sûr du ressenti. Il y a les ressentis de l'ordre intuitif, et puis il y a les ressentis que ces professionnels ont appris à développer. Je vous donnerai aussi des pratiques dans la formation pour le développer, pour apprendre à sentir le corps éthérique. Donc le corps éthérique, c'est la première couche du corps, enfin des corps énergétiques même j'ai envie de dire, qui est vraiment la copie conforme de votre corps physique. Donc qui le contourne, si je pourrais dire ça comme ça. C'est aujourd'hui un corps énergétique sur lequel on n'a pas grande difficulté au niveau scientifique à prouver l'existence. C'est assez facile, entre guillemets, à photographier. Il y a plein d'études qui sont faites sur la palpation, la reconnaissance, la photographie de ce corps éthérique. Et vous avez évidemment plein de professionnels qui sont très bien formés à le repérer. Soit il y en a qui vont le sentir, il y en a qui sont entraînés à le voir en fait, hein. Pour n'importe quel œil un peu entraîné, on peut repérer à quel point il est dilaté. C'est-à-dire, est-ce qu'il est très 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 proche du corps physique ou est-ce que il y a un peu plus d'énergie et du coup ça arrive à se dilater un peu plus. Et évidemment, tous les professionnels, là c'est pour ça que je dis que ça vous concerne moins si vous êtes en visio, bah, qui eux travaillent en présentiel et qui peuvent avoir du ressenti physique. Mais il y a donc voilà, toute cette partie vraiment de ressenti, de palpation, entre guillemets. Il y a toute la partie, pour ceux qui travaillent en présentiel et qui sont formés, j'insiste, naturopathie, médecine chinoise, réflexologie, etc., à tout ce qui est observation du teint, observation de la langue, la prise de pouls, la prise du pouls, de la médecine chinoise, etc., etc. Pour celles qui sont en visio et qui sont pas forcément des spécialistes de l'énergétique, mais qui veulent rendre un peu plus globalistique, un peu plus holistique leur approche, et qui sont pas... Alors, il y a celles parmi vous qui sont en visio, mais qui malgré tout ont fait le travail de ressenti, qui vont arriver, même avec la distance, à ressentir les corps énergétiques, etc. Ça, c'est la première chose. Pour toutes les autres, ben, en fait, vous avez toute une observation très concrète, très pragmatique de votre bénéficiaire. Déjà, il y a l'observation du bénéficiaire, c'est-à-dire quels sont les symptômes. Je mets symptômes entre guillemets parce qu'on est bien d'accord. J'insiste, je surligne, j'encadre que évidemment, vous n'allez pas vous soustraire aux professionnels des corps physiques comme ostéopathes, naturopathes, diététiciens, diététiciennes, etc., etc. Et évidemment, encore moins aux médecins traitants. Évidemment. Donc, on va pas aller faire de la médecine de comptoir, si je pouvais dire ça comme ça. Mais bien sûr que selon ce que dit votre bénéficiaire, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Je vous prends un exemple très concret. Avec la médecine chinoise, on sait que, enfin, on dit que chaque organe va dominer des éléments du corps. Concrètement, par exemple, le foie domine les yeux en médecine chinoise. Donc, un bénéficiaire qui vous lâche un détail, mais qui n'en est pas un, mais pour lui c'est un détail, qu'il a toujours les yeux qui grattent. Ça peut faire penser au foie, par exemple. Le bénéficiaire qui vous dit, ça m'arrive tout le temps, qui se réveille la nuit. Ah non, non, je fais pas vraiment des insomnies, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent de me réveiller la nuit, je sais pas, vers 3-4 heures du matin. Ça, c'est l'heure du foie, par exemple, dans votre horloge circadienne. Vous voyez, donc il y a toute cette observation. Ça fait sourire Romane, tu t'es sentie concernée. Bon, le foie, je vous en reparlerai s'il y a besoin, mais bon, si vous vous intéressez à la médecine chinoise, c'est un organe qu'il faut bien connaître, parce que chez les Occidentaux, a toujours des problèmes avec le foie. Toujours. C'est un organe qui n'aime pas la contrariété, c'est un organe qui est très très émotionnel d'un point de vue énergétique, qui n'aime pas les colères rentrées, les colères qui n'ont pas été exprimées, donc contrariété de manière générale qui n'ont pas été exprimées. Et c'est un organe qui n'aime, enfin qui est vite sensible aux montées d'yang, voilà. Et donc comme on est dans une société évidemment où il faut vite, 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 vite courir, travailler, etc. Et en plus lié aux yeux, donc tout le temps sur les écrans, tout ça, tout ça. Donc si vous vous intéressez à la médecine chinoise, s'il y en a bien un qu'il faut, à mon avis, dans le top 3 des organes qu'il faut poncer en long, en large, en travers, il y a le foie. Bon, bref, c'était la petite parenthèse sur le foie. Plus l'alimentation, bien sûr. Les polluants de l'environnement, etc. Donc, je reviens à ce que je vous racontais. Donc, observation déjà de votre bénéficiaire, de tous ces petits trucs qui, pour lui, sont peut-être anodins, sont peut-être des détails, sont, voilà, relèvent de l'anecdotique, en fait, dans son quotidien. Mais ça n'est pas anecdotique, en fait. Parce qu'un bénéficiaire qui n'arrive pas à s'endormir, je prends le sommeil par exemple, un bénéficiaire qui n'arrive pas à s'endormir à 23h minuit,
Dans l'horloge circadienne, vous n'êtes pas sur le même méridien et sur les mêmes organes que celui qui se réveille à 3-4 heures du matin, que celui qui se réveille à 5 heures du matin et que celui qui se réveille à 7 heures et qui n'arrive plus à dormir, et qui n'arrive pas à se rendormir, vous voyez? Donc tous ces petits trucs qui peut-être sont anodins pour votre bénéficiaire qui va vous dire: «Ouais, je dors pas très bien». C'est quoi, je dors pas très bien? Parce que se réveiller, c'est pas non plus énergétiquement la même chose que faire des cauchemars. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est plein d'observations de votre bénéficiaire qui vont vous orienter, en fait, dans votre bilan. Alors bon, là j'ai pris l'exemple du sommeil, hein, mais évidemment ça marche avec la sphère digestive, ça marche, par exemple, ce qui fait souvent sourire mes bénéficiaires, c'est la question bizarre qu'on pose en médecine chinoise, c'est: «Est-ce que vous bavez en dormant?» Voilà, alors généralement ça les fait sourire, mais pour nous c'est important parce que ça nous donne quand même une indication assez claire sur l'état de la rate énergétique, vous voyez? Donc voilà, observation de votre bénéficiaire, de tous les symptômes, entre très très gros guillemets, euh, de ses habitudes, bien entendu. Hein. Est-ce qu'il est fumeur? Est-ce qu'il y a des consommations de drogue? Est-ce qu'il y a de la consommation d'alcool? À quelle heure il se couche? À quelle heure il se lève? Est-ce qu'il fait de l'activité physique? Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il petit déjeune? Il mange quoi au petit déjeuner? Enfin, toutes ces habitudes qui, encore une fois, peuvent donner l'impression d'être un petit peu anecdotiques, mais ne le sont pas du tout. En fait, en tout cas dans tous les référentiels théoriques énergétiques que j'ai étudiés, donc je pense qu'on peut globaliser pour dire que quand il est question d'énergétique, il n'y a pas vraiment de détails, parce que le truc qui peut paraître anodin de dire oui, non, je sais pas, bah c'est vrai que le matin je mange pas parce que le matin oui, j'ai pas envie de vomir, mais j'ai un peu la nausée, symptôme du foie par exemple. Vous voyez? Donc, c'est plein de petits trucs comme ça, où il faut être vraiment beaucoup en observation, beaucoup à l'écoute, des moindres petits trucs qui peuvent paraître anodins, anecdotiques, et qui ne le sont pas, et où le moindre détail peut vous mettre sur la piste de tiens, ça c'est pas anodin. Et souvent, ça peut être justement des détails qui peut-être sont passés à la trappe, des trois coachs qui sont passés avant vous, parce qu'ils connaissaient pas la question de l'énergétique, et que le fait que le bénéficiaire il mange pas le matin, ça les a pas tiltés, vous voyez. Et moi, par exemple, un bénéficiaire qui me dit je mange pas le matin, pourquoi? Ça peut être un choix, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais s'il me dit, moi par exemple, je mange pas le matin parce que quand je me réveille le matin, j'ai la nausée, ça vaut quand même le coup de s'intéresser à ce qui se passe derrière. Voilà, donc toutes ces habitudes de vie sont importantes. Et l'environnement, au sens large de votre bénéficiaire, son entourage, bien entendu, bon ça j'ai envie de dire c'est au-delà de l'énergétique, mais voilà. Mais évidemment dans l'énergétique ça compte aussi. Et l'environnement, où est-ce qu'il vit? Ce que je veux dire par là, c'est dans quel pays, bien entendu, puis dans quelle région. Parce qu'évidemment, alors je vais prendre la France parce que c'est le pays que je vais le mieux connaître d'un point de vue énergétique, mais quelqu'un qui, comme moi, vit Vallée du Rhône, énergétiquement, vous n'avez pas les mêmes conséquences, entre guillemets, que celui qui vit dans le Nord-Pas-de-Calais. Les gens qui vivent comme dans le climat où moi je suis, on a des climats qui sont plutôt secs, qui sont plutôt chauds, qui sont très venteux. Par exemple, puisqu'on parlait du foie qui craint le vent, on sait que dans ces climats-là, on peut se douter qu'au niveau du foie, là, on va être particulièrement vigilant au niveau du cœur l'été parce qu'on est dans des climats chauds et dans des climats secs. Si j'ai un bénéficiaire qui vit, par exemple, dans un climat qui est très humide, je serai d'autant plus vigilante à l'état de la rate qui va craindre l'humidité que à l'état du cœur qui, a priori, va moins supporter de la chaleur. Oui. Alors là, je vous parle avec le référentiel médecine chinoise, hein, mais vous avez compris l'idée. Dans quel environnement ils vivent? Je vous fais une petite parenthèse, mais il y a quelques années, c'était la grande ultra mode du curcuma. Je ne sais pas si vous vous intéressiez à l'énergétique, à l'alimentation, et si vous vous rappelez de cette mode-là, mais alors on avait du curcuma partout, partout, partout. C'est une épice extrêmement courante en Ayurveda, puisque médecine traditionnelle indienne, qui est une épice formidable. Voilà, le lait d'or, effectivement, comme dit Audrey dans le chat. C'est une épice formidable, c'est super, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est un super anti-inflammatoire en plus. Mais effectivement, en médecine traditionnelle indienne, il n'y a pas débat, parce que c'est une épice qui est chaude et qui donc a énergétiquement le mouvement de chasser l'humidité en dehors du corps. Donc quand on vit en Inde, c'est super utile. Quand on vit, comme moi, dans un climat qui est déjà très sec, c'est pas forcément l'idée du siècle, mais ça dépend. Parce que si j'ai un métabolisme qui est très inflammé, ça vaut le coup, parce que c'est un très bon anti-inflammatoire. Si j'ai un organisme qui est très yin, qui a du mal à se réchauffer, qui vit dans un climat qui est sec et qui manque d'humidité, et que par-dessus je rajoute du curcuma qui va finir de chasser l'humidité, c'est pas l'idée du siècle.
voyez? Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à vous conseiller de vraiment de prendre en compte l'environnement dans lequel vous vivez ou vos bénéficiaires vivent. Parce qu'une épice, un aliment, une routine, une habitude qui est formidable pour Romane, ça marchera pas du tout pour Manon. Au-delà du fait que leurs métabolismes ne sont pas les mêmes, parce que peut-être qu'elles vivent pas du tout au même endroit et que bah, elles vivent pas dans la même ambiance énergétique, si je pourrais dire ça comme ça, l'une et l'autre. Même si elles ont, admettons, ce qui est peu probable, mais exactement le même métabolisme. Ça va, c'est paraît clair ce que je raconte? Alors, Audrey, elle me dit, intéressant, j'en consommais beaucoup avec des bienfaits notables. Je vis dans un quartier super humide à Bordeaux. Bah oui, proche de la Garonne. Effectivement, en médecine chinoise, on dit souvent, rien n'est bon, rien n'est mauvais, il n'y a que des excès. Donc, curcuma, formidable, super. Anti-inflammatoire, super. Chasseur d'humidité, formidable. Fait monter le yang, c'est super. Maintenant, tout dépend des profils. Si, comme moi, vous êtes un profil assez yang, où le feu monte et la chaleur monte vite, que vous êtes en plein été, il fait chaud, dans un climat qui est chaud, qui est sec et qui est pas humide, et que vous bouffez du lait d'or tous les matins, à mon avis, ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer. Là où, pour Audrey, à une certaine période de sa vie, qui vit dans un climat humide et qui a un métabolisme XY, ça lui fait beaucoup de bien. Donc voilà, prendre en compte l'environnement, les saisons, hein, bien sûr, j'en ai parlé aussi un petit peu au passage de l'environnement, mais les saisons, c'est important aussi. L'environnement, donc le pays, la région, etc. Ça peut être l'environnement, bien sûr, de la maison, enfin de la maison, du lieu d'habitat, évidemment, si vous vivez dans le 8e arrondissement, dans le premier arrondissement de Paris, qui sont ultra, ultra, ultra pollués, on n'a pas la même urgence, entre guillemets, à soutenir le foie dans le processus de détoxification que si vous vivez perdu au fin fond de l'Ardèche. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne soutiendra pas le foie, peut-être pour d'autres raisons, mais l'environnement est important à prendre en compte, bien sûr. Et donc, pour arriver à faire des bilans personnalisés qui soient à la fois complets, à la fois personnalisés et à la fois concrets, je ne peux que vous recommander de justement de mixer les approches, mais bon, encore une fois, petit à petit, mais si vous maîtrisez, je sais pas moi, super bien les chakras et je dis n'importe quoi moi, la théorie acido-basique en naturopathie, par exemple, vous pouvez très bien mixer parce que vous allez avoir quelque chose de super intéressant, de super complet. Par exemple, le curcuma, je pourrais vous en parler d'un point de vue purement médecine chinoise comme je viens de le faire. C'est une saveur piquante, ça chasse l'humidité, gna gna gna, ça soutient la rate, blablabla, blablabla. Je peux aussi le mixer avec une approche plus ayurvédique, soutenir le dosha pitta, blablabla. Je peux le mixer avec une approche qui est beaucoup plus naturopathique, c'est-à-dire c'est un anti-inflammatoire, on va pouvoir baisser l'inflammation du corps. Donc vous voyez, après, selon, encore une fois, les référentiels théoriques qui vous plaisent et que vous connaissez, vous pouvez mixer différentes approches pour avoir quelque chose qui est plus global, plus holistique. Holistique, encore une fois, au sens littéral, étymologique de holisme, le tout. Donc une approche plus globalistique de la problématique de votre bénéficiaire, quoi. Ou de votre problématique à vous. Ça va? Avant que je passe à ma troisième partie? Ok. Alors, structure, donc troisième partie, la structure classique d'une routine. Alors, la structure classique de la routine que je vous présente, elle est en grande, grande, grande partie inspirée de l'Ayurveda, donc médecine traditionnelle indienne. Là, je vous donne la structure très classique à adapter avec tout ce qu'on a vu dans le point 2, bien sûr. Alors, généralement, la structure classique, Dhyanakarya, on appelle ça en sanskrit, hein, c'est pour celles qui aiment avoir les mots sanskrit au milieu. Vous avez le réveil, bien entendu. Alors là, normalement, dans les routines très traditionnelles, il y a le fait de noter ses rêves, par exemple. On garde pas. Une mise en route tranquille, on se réveille tranquille, on étire un peu les principaux muscles, histoire que l'oxygène recircule, que le sang se remette en route, que le système lymphatique également se remette en route. Aller aux toilettes. Première étape, d'éliminer les toxines qui sont accumulées pendant la nuit. Troisième étape, ma préférée. Dans mon top 3, à mon avis, des plus importantes, c'est le rituel de se laver la langue le matin, qui est vraiment un rituel classique de l'Ayurveda. Et quand j'ai des bénéficiaires sur des questions de micronutrition, etc., j'en commence toujours par là. Votre foie va passer la nuit, excusez-moi le vocabulaire, à cracher son excédent
Et ça ressort au niveau de la langue. Je pense que tout le monde s'en est déjà rendu compte. Quand vous réveillez le matin, vous pouvez, si vous avez fait un petit excès alimentaire la veille, si vous avez un peu bu, si vous avez trop fumé, si vous avez moins bien dormi, si bon bref, vous avez bouffé du sucre hier soir ou je ne sais quoi, vous avez la langue plus ou moins pâteuse. Vous pouvez avoir un enduit blanc, je suis désolée, c'est pas très glamour hein, avant pour l'heure de manger, mais plus ou moins blanc, plus ou moins pâteux, plus ou moins épais. L'Ayurveda nous dit ça, ce truc-là, ton foie a passé la nuit à l'éliminer, ne le ravale pas. Nettoie-le. Donc, ça par exemple, c'est vraiment un des conseils de base qu'on va donner en Ayurveda, que beaucoup de la médecine chinoise recommande également, que beaucoup de mes collègues naturopathes, par exemple, qui ne sont pas particulièrement des spécialistes de l'Ayurveda ou de la médecine chinoise, recommandent également. Vous avez sur Internet la possibilité d'acheter ce qu'on appelle des gratte-langues. Vous pouvez prendre une cuillère. Peut faire le taf aussi si vous voulez pas investir dans un gratte-langue, tout simplement. On enlève l'excédent, on nettoie, et basta. Ça prend 2 minutes, enfin 2 minutes même, ça prend 1 minute de le faire. Et c'est vraiment une petite routine à mettre en place qui peut changer la donne, notamment sur la question du foie, en fait, pour le soulager. J'insiste un petit peu sur le foie parce que beaucoup, comme on l'a dit, hein, il y a souvent beaucoup de problématiques sur le foie pour des raisons émotionnelles, pour des raisons alimentaires, pour des raisons de pollution, pour des raisons médicamenteuses aussi, contraceptives, pourquoi pas, les écrans, bien entendu, qui fatiguent le foie, bon, bref, plein de choses qui le fatiguent, ce foie, chez les Occidentaux. Donc tout ce qu'on peut faire qui peut l'aider un peu, le gars, allons-y. Hein. Ensuite, petit rituel qu'on adore en naturopathie et ou Ayurveda, qui fait toujours un peu peur à tout le monde, c'est le bain de bouche à l'huile le matin. Alors, je sais, ça fait peur à tout le monde, je sais. Mais franchement, je ne peux que vous le recommander. Parce que là aussi, ça va prendre 1 minute. Alors, je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais évidemment, le choix de l'huile, d'un point de vue énergétique, on peut le choisir pour l'ajuster aux différents profils énergétiques, etc. Moi, pour faire simple, ce que j'ai tendance à conseiller pour vous ou pour mes bénéficiaires, c'est des huiles qui sont riches en oméga 3. Parce que d'une manière générale, soyons clairs, vous avez plus, et vos bénéficiaires ont plus le problème de trop d'inflammation que du pas assez d'inflammation. Je pense que Sarah, qui est naturopathe ici, sera d'accord avec moi. Si tu ne l'es pas, évidemment, tu veux le dire. Donc, tout ce qui peut servir d'anti-inflammatoire, je prends. Surtout, bon, moi j'accompagne des entrepreneurs, donc comme vous le savez, beaucoup d'entre vous, voilà, Sarah est d'accord avec moi, beaucoup d'entre vous sont entrepreneurs ici, donc vous le savez, souvent des profils très très yang, ça chauffe beaucoup, ça court partout, c'est tout le temps à fond. X et Y raisons qui font monter l'inflammation, plus évidemment l'alimentation, l'hygiène de vie, le tabac, l'alcool, blablabla, tout ce qui peut être facteur de faire monter l'inflammation. Donc tout ça pour dire que le matin, est tendance à vous conseiller plutôt de prendre des huiles qui sont riches en oméga 3. Concrètement, ça veut dire de l'huile de colza, par exemple, ça peut être de l'huile de lin, ça peut être de l'huile de sésame, ça peut être de l'huile de noix, ça peut être de l'huile de cameline. Moi, j'ai tendance à conseiller celle de colza parce que c'est celle qui a le moins de goût, ou noix, ça va. Ça n'a pas trop de goût. Évidemment, on les choisit, si possible, bio. Première pression à froid, extra vierge. Et, por favor, gardez-les-moi au frigo, s'il vous plaît. Gardez-moi ces huiles au frigo. Déjà, ça coûte un peu de pognon. Hein. Généralement, ça coûte entre 10 et 20 balles la bouteille. Donc, tant qu'à faire, autant ne pas la bousiller. Surtout, ne la cuisez pas, s'il vous plaît. Ne cuisez pas des huiles qui sont pleines d'oméga 3. Les oméga 3, ils sont super capricieux. Ils n'aiment pas la chaleur, ils n'aiment pas l'oxydation, ils n'aiment pas la cuisson, ils n'aiment pas la lumière, ils n'aiment pas l'air. Ça n'aime rien, ces trucs-là. C'est fragile. C'est pour ça qu'on en a tant besoin d'ailleurs. Donc, l'huile, c'est très simple. On se la garde au frigo. Le matin, on prend une cuillère à soupe pour faire son bain de bouche. Je vous explique pas comment faire un bain de bouche parce que vous l'avez tous fait avant moi. Là, vous avez 2 écoles. Il y a les écoles de ceux qui disent on recrache. C'est ce que moi j'aurais tendance à vous conseiller dans une logique de ne pas réavaler les toxines que vous êtes censé nettoyer avec un bain de bouche. Mais il y en a, Roman ne fait pas cette tête, je sens que t'as pas l'air emballé. Alors, je vous promets, je sais, ça inquiète, ça fait peur, on se dit mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de me conseiller, c'est bizarre. Je vous assure, notamment avec l'huile de colza qui a pas beaucoup de goût, c'est plus de s'habituer à la texture, qui est un peu étonnante au début, mais franchement, ça n'a pas de goût. Franchement. Ça, pareil, ça fait partie, je trouve, des quelques petites habitudes, des quelques petites astuces, entre guillemets, comme le fait de se laver la langue. Ça prend 1 minute le matin, ça coûte quasiment rien.
Et franchement, ça fera des miracles sur votre état de santé, en fait. Vraiment. Sur la question inflammatoire, notamment. Et pour votre foie. Oui, alors Sarah, elle dit, j'avais cru comprendre qu'il fallait faire pendant 10 minutes. Alors, effectivement, selon les référentiels théoriques, si je peux dire ça comme ça, vous avez différentes durées, on va dire ça comme ça. En Ayurveda, on a souvent tendance à dire qu'il faut au moins 3 minutes de bain de bouche, que les grands yogis font ça pendant 20-25 minutes. Bon, moi, comme je vous le disais au début, j'aime bien une approche pragmatique de l'énergétique. Et je pars du principe que vos bénéficiaires, la majorité d'entre eux, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps. Déjà, vous allez leur parler de bain de bouche, ils vont être là, genre, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter, celle-là? Alors, si en plus, on leur dit qu'il faut faire le bain de bouche, déjà, c'est bizarre, il faut le faire tous les matins, et qu'il faut le faire 10 minutes tous les matins, par expérience, ils ne le font pas. Ou ils le font 3 semaines. Donc, je préfère dire, tu fais ça une minute. Quand je dis une minute, je me chronomètre pas moi-même quand je le fais, hein, mais vous avez compris l'idée. Et que l'habitude s'installe et que petit à petit, peut-être pour certaines d'entre vous, vous prendrez l'habitude, je sais pas moi, de préparer votre petit déjeuner en même temps et du coup vous l'aurez fait 5 minutes, plutôt que de, vous voyez, de demander un espèce de fonctionnement maximal en disant il faut absolument le faire 10 minutes, sinon ça sert à rien, et que du coup ça soit pas fait du tout, en fait. Mais ça c'est ma vision du truc. Surtout, moi ce qui concerne chez mes bénéficiaires, l'énergétique, les habitudes de vie, la micronutrition, activité physique, etc. Je préfère qu'ils me fassent moins, mais qu'ils fassent, plutôt que de leur mettre des objectifs qui tiendront pas. Et donc, pareil, tu ne demandes pas d'attendre 2 heures avant de manger. Non. Non, 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 je ne demande pas d'attendre 2 heures avant de manger. Idéalement, s'ils peuvent ne pas manger dans les 10 minutes qui suivent, c'est bien. S'ils arrivent à attendre une demi-heure, c'est bien. De toute façon, j'enchaîne dans la routine ayurvédique classique. Après le bain de bouche, on a l'étape yoga. Yoga que vous pouvez bien entendu troquer avec activité physique qui vous fera plaisir. Oui. Et on prend le petit-déj a priori après, parce que généralement c'est quand même plus confortable de... Enfin, en tout cas, c'est moins confortable d'aller faire ton sport quand tu es en train de digérer. Oui. Et c'est pas très tactique d'un point de vue physiologique et énergétique, parce que quand vous êtes en train de digérer, bah, par définition, l'énergie enfin, descend, se rassemble au niveau bah, de la sphère digestive pour assurer la digestion. Donc elle est demandée au corps dans le même temps d'envoyer de l'énergie, du sang aux intestins, enfin, à l'estomac et aux intestins, plus dans vos muscles, ça fait beaucoup. Donc, a priori, dans la routine, d'abord le yoga slash activité physique, et ensuite, les petits déjeuners. Je vous en parle après d'alimentation. Évidemment, cette routine-là, je vais vous dire la même chose que sur le bain de bouche, à adapter pour 2 choses. La première, c'est, je pense qu'il vaut mieux que vos bénéficiaires gardent ce qui leur parle, mais qu'ils le fassent. Ce qui leur parle et ce qui leur fait du bien, et qu'ils le fassent, plutôt, ça c'est mon avis, hein, que d'aller demander encore une fois, moi je suis pas une grande fan des morning routines, hein, d'aller leur demander encore une fois de la rigidité, du fonctionnement maximal, voire du caractère un peu obsessionnel. Parce que moi, par exemple, j'accompagne des entrepreneurs, on va pas se mentir, chez les entrepreneurs, il y a beaucoup de personnalités obsessionnelles. Je suis pas sûre que ce soit... C'est peut-être tactique d'un point de vue énergétique, au sens microscopique, mais d'un point de vue macroscopique, au sens psychologique et énergétique, est-ce que vraiment ça les aide de remettre de la rigidité, remettre de l'obsessionnalité, si déjà c'est des profils qui sont très très yang, très rigides, très structurés, je suis pas sûre. Donc, je préfère que ils gardent ce qui leur parle, ce qui leur fait du bien, testez, essayez, mettez des choses en place, gardez ce qui vous convient, gardez ce qui vous fait du bien. Le reste, il y a basta. C'est pas parce qu'il y a un gars dans un bouquin qui a dit qu'il fallait noter ses rêves le matin qu'il faut le faire. Si vous en foutez, que ça vous apporte rien, que ça vous intéresse pas, eh ben ne le faites pas. Voilà, tout simplement. Et peut-être que vous ne faites pas aujourd'hui et que vous aurez super envie de le faire dans un an, en demeurant. Ouais, Sarah, elle dit que c'est aussi son approche côté naturopathie. Ouais. Bah, je pense qu'effectivement. Alors,
routine du soir, je passe plus rapidement. En revanche, dans la routine classique du soir en Ayurveda, il y a quand même quelque chose qui est intéressant et que vous pouvez très bien faire le matin en demeurant, c'est le brossage à sec, qui consiste, comme son nom l'indique, à prendre une brosse qui est faite pour ça, hein, et à brosser à sec le corps. Là aussi, je sais, il y en a qui sont en train de se dire: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Alors, l'Ayurveda en parle, voilà, dans toutes les routines quotidiennes, mais les naturopathes, généralement pas que, hein, mais les naturopathes généralement connaissent très, très bien cette pratique. C'est super intéressant aussi. Pareil, ça vous prend 3 minutes. Ça vous permet, alors ça peut être un peu énergisant, donc on peut le faire le matin, mais ça peut être aussi fait le soir dans une routine ou un contexte, on va dire, de retour au calme, retour au corps, je prends soin de soi, je dis n'importe quoi, je prends soin de moi, automassage, blablabla. Vous voyez, vous pouvez aussi le mettre dans ce contexte-là. Coucou Sarah qui a allumé sa caméra. Et d'un point de vue énergétique, évidemment, c'est intéressant, puisque ça va permettre de faire circuler l'énergie. Surtout bah, quand on le fait le matin, quand on a besoin de se réveiller, ou quand on fait le soir, et que potentiellement, comme moi, vous avez passé votre journée assise devant un ordinateur, et que bah, du coup l'énergie bah, elle stagne, parce que vous n'êtes pas en mouvement, et vous êtes grosso modo dans la même position toute la journée. Selon les profils énergétiques, bah, si on a besoin de faire monter un petit peu le yang, et de s'activer un petit peu, parce qu'on a un profil plutôt yin, eh ben, on peut faire un brossage à sec un peu plus vigoureux, ouais, d'accord, ne vous épluchez pas la peau, hein, mais un peu plus vigoureux pour faire monter un petit peu l'énergie. Si, comme moi, vous n'avez pas besoin de faire monter l'énergie et que vous avez plutôt besoin de faire monter le yin, donc plutôt calmer un petit peu tout ça, et bien on peut faire un brossage à sec qui est plus cool, qui est plus détente, qu'on peut suivre d'un automassage, par exemple avec votre crème pour le corps ou votre huile ou quoi, ou qu'est-ce. Et moult intérêts dont j'aurais pas le temps de faire une liste exhaustive d'un point de vue purement physiologique et purement biologique. Stimulation du système lymphatique, éliminer les peaux mortes, aider le foie à travailler, etc. Partez du principe de toute façon que sur notre cher ami le foie, alors moi je ne suis pas une partisane de ceux qui vont vous dire de faire genre des détox du foie, d'aider le foie à faire des processus de détoxification. Votre foie, je vous garantis que s'il fait plus son processus de détoxification, vous êtes mort en fait. Donc vous inquiétez pas, votre foie il fait son travail de détoxification. En revanche, moi, j'aime bien le présenter un petit peu comme bon, une station d'épuration. Alors, la métaphore est pas très jolie, mais dans cette idée que le foie, c'est un peu celui qui reçoit un peu de partout. Il reçoit l'environnement, il reçoit la nourriture, il reçoit les polluants, il reçoit les gels douche, les shampoings, le maquillage, tout ce que vous mettez sur votre peau, les parfums, l'encens que vous respirez dans la maison, tout. Qu'est-ce que j'ai pas dit? L'alimentation, les médicaments, la contraception, les émotions, bien entendu, parce que c'est quand même un ensemble énergétique qui est très émotionnel. Et donc lui, il se retrouve avec tout ça. Donc vous imaginez bien que quand il y a trop de choses qui arrivent en même temps, parce qu'on a trop de choses à éliminer de l'alimentation, trop de polluants, trop d'émotions qui n'ont pas été verbalisées, qui n'ont pas été exprimées, etc., ben, il y a un moment où ton foie est un peu dépassé par la situation. Quand il est dépassé par la situation, c'est ce que vous pouvez entendre quand on vous dit qu'il faut soutenir le processus de détoxification du foie, par exemple. C'est la même chose que quand nous, en médecine chinoise, on dit il y a surchauffe, quoi. On appelle ça la surpression du yang. Voilà. Et c'est en gros, c'est ton foie qui est en train de dire là, les gars, faut que vous me filiez un coup de main parce que je vais pas gérer. Donc, quand votre copain le foie il a besoin d'un coup de main, il va demander de l'aide, entre guillemets, à d'autres organes qu'on appelle des organes émonctoires. Et un organe émonctoire, c'est un organe qui a la possibilité d'expulser, je pourrais dire ça comme ça, des toxines. Les reins, par exemple, sont des émonctoires. L'utérus est un émonctoire. La peau, par définition, est l'émonctoire le plus grand, puisque c'est le plus grand organe de votre corps. C'est pour ça que quand vous avez mal au foie, que vous mangez pas bien, vous pouvez avoir des boutons, par exemple, parce que c'est un des moyens que le foie il a de renvoyer un peu la responsabilité, enfin pas la responsabilité, mais la surcharge de boulot à la peau en disant aide-moi à éliminer tout ce bins, quoi. Oui. Donc, tout ça pour dire que tout ce qui peut aider, vous lavez la langue, le brossage à sec, etc., entre guillemets, à faire le travail à la place du foie, très gros guillemets, c'est autant de petites habitudes, de petites astuces qui vont lui faciliter la vie, surtout si, comme moi, par exemple, vous avez un foie qui est un peu fort de constitution et qui a vite tendance à monter en pression. Surtout, parenthèse, bon là, on est sur la fin du printemps énergétique vu par la médecine chinoise. Oui, parce que ça aussi, c'est vrai que je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais le calendrier des saisons, en plus, n'est pas le même selon les référentiels théoriques, hein. Donc, bon. En médecine chinoise, en tout cas, le printemps se termine là,
puisque 5 et 10 mai, on va passer dans la saison de l'été. Mais jusque-là, on était dans le printemps qui était du coup la saison du foie. Donc si comme moi, vous êtes un peu sensible du foie, alors de toute façon, celles qui sont sensibles du foie, celles qui sont ostéopathes, alors les ostéos, ils ont l'habitude, hein. Les naturopathes, etc., ils ont l'habitude, hein. De février à mai, t'as que des problèmes de foie. Tout le temps. Mon ostéo, il m'a dit, ça fait 25 ans que je fais ce boulot, ça fait 25 ans que tous les printemps, j'ai des problèmes qui sont liés au foie. C'est mathématique. Bref. Donc, en plus, il peut y avoir de ça si vous craignez, entre guillemets, un petit peu, si comment vous êtes vite sensible au niveau du foie. Là, peut-être que les derniers mois, ça a été encore un peu plus intense. Bref, donc voilà, à adapter, hein, et bien entendu, le deuxième truc qui est adapté, c'est en fonction de la constitution de chacun. Comme là, je viens de vous dire, moi, je vais être particulièrement sur ma constitution très vigilante au foie parce que je vais être sensible de ce méridien, de cet ensemble d'organes-là. J'ai un profil qui est plutôt yang quand même de base, donc moi, je vais plutôt chercher dans mon alimentation, dans mes habitudes, ce qui peut faire monter du yin, parce que j'ai clairement pas besoin de faire monter du yang, hein, c'est pas nécessaire d'en rajouter. Ça peut être bien évidemment complètement l'inverse pour certaines parmi vous qui, par exemple, peuvent très bien se goinfrer j'ai des de curcuma et de chai latte en long, en large, en travers parce que ça vous fera monter le yang. Moi, le chai latte, c'est ma passion. J'adore. Mais en par semaine. Parce que le micro, si moi je bois un chai latte tous les matins, c'est sûr que dans 3 semaines, ça va pas du tout, hein, c'est sûr. En hiver, ça peut passer. T'es dans une saison très yin, ça va. Mais là, par exemple, printemps, été, moi je sais, je vais pas me faire du lait d'or et du chai latte un matin sur deux, parce que sinon je vais crever, hein. Donc évidemment, c'est à adapter. Si à l'inverse de moi, vous êtes très très yin, vocabulaire médecine chinoise, hein, vous avez besoin de faire monter un peu le feu, vous avez besoin de sécher. Quand je dis sécher, je parle pas de sèche de muscu, hein, de sécher au sens où vous avez beaucoup d'humidité. Vous avez beaucoup de mucus, beaucoup de glaire, vous avez souvent des rhinites, vous avez voilà, des signes d'humidité, vous voyez. Eh ben, effectivement, peut-être que pour vous, boire du chai latte, ça vous aidera beaucoup plus que moi. Ok, je vais en arriver à ma dernière partie sur l'alimentation. Est-ce qu'avant ça, il y a des questions, des remarques, des contestations ou des trucs pas clairs? Ça a l'air d'aller. Qui ne dit rien consent, donc ça a l'air d'aller. Donc, quatrième et dernière partie que je voulais vous présenter dans cette masterclass, c'est parler du coup un petit peu d'alimentation parce que, voilà, comme on l'a dit au début, faire une routine énergétique personnalisée sans personnaliser entre guillemets son alimentation, ça me paraît un peu limité. Alors là, c'est pareil. Préambule nécessaire. Je vais vous parler principalement par de la diététique chinoise parce que c'est ce que je connais le mieux. Ça dépend des référentiels théoriques. La plupart du temps, grosso modo, on tombe d'accord, comme je vous le disais au début, entre naturopathie, ayurveda, médecine chinoise. Globalement, on arrive 90% du temps aux mêmes conclusions, même si on n'y va pas par les mêmes chemins et surtout par le même vocabulaire, en fait. Ça arrive hein, qu'on ait des petits points de désaccord. Ça m'est arrivé, notamment il y a je sais plus combien d'années, où j'avais organisé, enfin c'est pas moi qui l'ai organisé d'ailleurs, mais bref, j'avais animé un atelier de diététique. Et c'était avant que je connaisse la médecine chinoise. Et moi, j'y étais allée, donc je sortais mon BTS diététique, donc avec une approche beaucoup plus occidentale, entre guillemets, beaucoup plus biochimique, on va dire, de l'alimentation. Et il y avait mon formateur de médecine chinoise qui, lui, du coup, faisait la version plutôt diététique chinoise. Et en fait, pendant l'atelier, je me suis dit, mais c'est toi qui as raison, en fait. Je suis pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de dire, moi. Je suis d'accord avec ce que tu dis, toi. Donc, il y a quand même des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Alors, en tout cas, c'est toujours la même idée, c'est comprendre quelle est votre constitution de base ou quelle est la constitution de base de vos bénéficiaires. Quelle est la constitution de base et après l'alimentation, elle est là pour équilibrer, pour soutenir, éventuellement pour corriger, entre guillemets. Ce que je veux dire, moi, c'est pas que j'ai très envie de parler de moi, hein, mais c'est que je connais pas vos profils, donc je vais prendre personne en exemple. Qui a, donc comme je vous ai dit, une constitution plutôt yang, très yang même. Encore une fois, qui dit triangle dit pas qu'il n'y a pas d'yin, hein, c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'yin, mais constitution qui est plutôt tournée vers le yang et avec pas mal de. Enfin, un dosha vata pour celles qui sont branchées à Ayurveda qui se déséquilibre rapidement. Donc, moi, dans mon alimentation, comme je vous le disais, j'ai pas intérêt à avoir une alimentation qui est très chaude au sens énergétique, c'est-à-dire une alimentation qui est très yang, parce que sinon je vais faire monter le yang tout le temps, c'est pas possible. Je peux plus le faire en hiver qu'en été.
En été, vous êtes déjà dans une saison qui est yang, c'est déjà une saison où il y a beaucoup de chaleur, c'est pas la peine que je m'en rajoute, vous voyez? Donc, en hiver, je peux supporter de faire un café par jour. Là, en été, je peux pas supporter de faire un café par jour, mais c'est sûr, hein, dans 2 semaines, je vais me taper une migraine de l'espace, c'est obligé. Donc, votre alimentation, elle est là pour équilibrer par rapport à votre constitution de base ou celle de votre bénéficiaire. Okay, donc, ils sont très yang, on essaye de contrebalancer un petit peu. Ils sont très yin, c'est de contrebalancer un petit peu. Encore une fois, je parle de yin et de yang, mais vous appelez ça A ou B, noir ou blanc, Shiva Shakti, lunaire, solaire, féminin, masculin, c'est pareil, hein. Dans l'idée de vos deux polarités principales. L'alimentation est aussi là pour soutenir, ok. Par exemple, en ce moment, vous avez, je sais pas, la rate qui est un peu faiblarde, par exemple. Donc, l'alimentation peut venir soutenir cet organe-là en particulier. Quand c'est l'hiver, par exemple, et que c'est la saison du rein, je suis particulièrement attentive à soutenir l'énergie du rein. Parce que en médecine chinoise, c'est le gars le plus important de l'affaire, puisque c'est lui qui est au début de la génération du cycle de l'énergie. Donc, quand il n'y a pas de rein, il n'y a pas d'humain, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, vous voyez, parenthèse, mais c'est quelque chose qu'on dit beaucoup en médecine chinoise, hein, c'est lui qui est générateur du yin et du yang, de l'énergie constitutionnelle de base, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve d'une certaine manière dans le corps physiologique et dans la médecine occidentale, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais si demain, c'est tout le mal que je vous souhaite pas, bien entendu, vous faites une hémorragie, vos organes, ils vont claquer les uns après les autres, mais le rein sera préservé au maximum. Vous avez 20% de votre volume sanguin qui sera réservé autant que possible au rein. Donc, finalement, vous voyez, il y a des choses qui se recoupent quand même. Bon, ça, c'était la petite anecdote parenthèse. Donc, par exemple, en hiver, qui est la saison associée, enfin, ou le rein plutôt est l'organe associé à la saison, plutôt le dire comme ça. Donc, là, par exemple, l'alimentation peut venir soutenir l'énergie du rein avec des aliments qui ont ce qu'on appelle un tropisme vers le rein, c'est-à-dire qui viennent focus l'énergie, si je pourrais dire ça comme ça, sur cet organe et son méridien. L'alimentation peut venir corriger, entre guillemets, gros guillemets à corriger, hein, mais par exemple, il y a trop d'inflammation, on va augmenter la quantité d'oméga 3 par des huiles végétales qui sont riches en oméga 3, par des poissons gras, par des oléagineux, par blablabla, pour remonter un petit peu la dose, entre guillemets, d'aliments anti-inflammatoires. Vous avez une surpression de yang dans le foie, on va diminuer un petit peu ce qui fait monter le yang et puis on va augmenter surtout ce qui fait monter le yin pour venir corriger, entre guillemets, un équilibre. Pour celles qui sont plus branchées Ayurveda, si par exemple vous avez, je vais attendre cet exemple-là, le dosha Pitta qui monte à compression, c'est-à-dire le feu, pareil en fait, ça ne vaut pas le coup dans votre alimentation si vous êtes très yang ou très Pitta, c'est la même chose, grosso modo, hein, d'aller boire un café tous les matins en fumant votre clope, faire un barbecue le midi avec un verre d'alcool, bouffer des frites le soir, plus du chocolat. En fait, parce que vous voyez, tous ces aliments-là sont très bien. J'adore les barbecues, j'adore le chocolat, mon grand malheur de mon foie d'ailleurs. Donc, je dis pas de ne pas le faire. Je dis juste que selon la constitution qu'on a, il faut pas tout associer parce que sinon, vous allez faire péter le système en fait, vous voyez. Donc voilà, l'alimentation, le fait de, je trouve, de savoir la lire sous l'angle énergétique, encore une fois que vous la liez sous l'angle de l'énergétique chinoise, de l'énergétique ayurvédique, de la naturopathie, peu importe les référentiels qui vous parlent, ça vous permet d'avoir une lecture plus globale de vous et de votre alimentation. Et pas juste de se dire, est-ce que j'ai tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides, tant de grammes de lipides, blablabla, blablabla. Je dis pas que c'est pas important, bien entendu, d'équilibrer vos apports en glucides, en lipides, en protéines et toute la clique, mais ça prend pas en compte tout ce qu'on vient de voir là, en fait, tout ce côté énergétique, votre constitution, de quoi vous avez besoin. Et évidemment, comme on l'a dit, d'adapter à l'environnement et d'adapter aux saisons. Comme je vous disais, boire un café par jour en hiver, moi, ma constitution, je peux le tolérer. Boire 3 chai latte dans la semaine en hiver, je peux le tolérer. En été, à mon avis, c'est un jeu dangereux. Je pourrais le tolérer si j'ai rien d'autre. Mais comme je sais qu'en été, il y a un peu plus d'apéro, donc c'est très yang, tu vas peut-être faire plus de barbecue, truc très yang. Tu manges beaucoup plus froid. Tu manges des crudités, tu manges des glaces, tu bois des trucs avec des glaçons. Et ça, c'est contre-intuitif, mais ça chauffe. Quand vous mangez froid, le corps, il a besoin de réchauffer pour remettre à température ambiante. Donc, il va devoir chauffer pour réchauffer. Donc, comme je sais qu'en été, je vais manger plus froid, les glaces, machin, et que ça va me générer de la chaleur,
Je vais pas m'amuser à faire le combo café, chai latte, barbecue, glace, et le soir dire tiens, j'ai une bonne idée, si on faisait un plat au curry. Vous voyez, qui est une épice qui est très chaude et qui va encore faire monter le yang. Donc on essaye de trouver une harmonie et un équilibre global. Et j'en ai déjà parlé, mais à l'environnement aussi, selon là où vous vivez, etc. Après, sur l'alimentation, j'ai un conseil très simple à vous donner, hein. Vous le connaissez toutes, hein. Mangez local et mangez de saison. Franchement, si un jour on vous pose la question, tout ce qui pousse chez vous est adapté au climat. Moi, je vis dans une région de la France où il fait chaud, n'est-ce pas? Où on l'entend dans notre accent l'été, il fait chaud. Il fait chaud, il ne pousse que des épices de nature froide. Vous trouverez de l'origan, vous trouverez du thym, et vous n'allez pas trouver des trucs qui font monter la chaleur. Il fait déjà chaud, vous voyez? Donc, mangez ce qui pousse chez vous, a priori, c'est adapté à votre environnement. Après, c'est peut-être pas adapté à votre constitution, hein, ça on en a déjà parlé, mais c'est adapté à votre environnement. Et idem avec ce qui pousse de saison, en fait. Au début de l'été, donc, l'été fait chaud, hein, je vous explique pas. Donc, au début de l'été, on a besoin de manger des aliments de nature plutôt tiède, énergétiquement parlant. Ça n'a rien à voir avec la température de l'aliment, hein. D'une énergétique plutôt tiède. Et plus il va faire chaud, plus on va manger des aliments de nature froide pour venir contrebalancer. Eh ben, je vous donne en mille que tout ce qui est de nature tiède, c'est les fruits et légumes du début de l'été. Et tout ce qui est de nature froide, c'est les fruits et légumes de juillet, en fait. Donc, de toute façon, ce qui est de saison est adapté. Vous voyez ce que je veux dire? Le poireau qui chauffe, ça pousse pas en plein milieu de l'été. Ça pousse au milieu de l'hiver. Je voulais vous dire un autre truc sur l'alimentation et j'ai oublié. C'est pas, ça me reviendra peut-être en fonction de vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'était tout très clair ce que j'ai dit? Apparemment. Est-ce que ça vous paraît, pas pour le moment, ok. Est-ce que ça vous paraît plus clair de... Alors évidemment, là, c'était pas un cours sur les référentiels théoriques, mais une fois qu'on a des bases de son référentiel théorique préféré, si je peux dire ça comme ça, est-ce que la logique de comment on adapte, ça vous paraît logique, justement? Ouais. Ok. C'est ça que je voulais vous dire sur l'alimentation. Je voulais conclure là-dessus, ça marche pour l'alimentation, ça marche pour le sport, ça marche pour tout. En fait, en énergétique, du moment que vous avez, peu importe le référentiel théorique que le vôtre, du moment que vous avez pigé la logique globale qui est à la fois ne pas contrecarrer sa nature et à la fois l'équilibrer. Vous voyez? Vous pouvez, moi je trouve que le meilleur conseil qu'on m'ait donné et que du coup je vous transmets, c'est de réfléchir en termes de métaphores. Et là-dessus, moi je suis plutôt médecine chinoise, mais là-dessus, mes collègues de l'Ayurveda sont indétrônables en termes de métaphores. Je fais une parenthèse. En Ayurveda, vous avez trois doshas, en gros trois profils énergétiques. Kapha, Pitta, Vata. Un qui est dominé par l'air, l'autre qui est dominé par le feu, et l'autre qui est dominé par l'eau et la terre. Et quand il y a de l'inflammation, symptômes de l'inflammation classique que vous pourriez observer, quelqu'un qui vient qui est tout rouge, tout simplement. Vous voyez, il y a le feu partout là. Il y a de l'inflammation et c'est quelqu'un qui va vous présenter en gros des symptômes de HIT, tous les trucs qui finissent en HIT, les rhinites, les colites, les hépatites, voilà, parce que HIT ça veut dire inflammation tout simplement. Oui. Donc vous vous dites ah tiens il y a de l'inflammation et on pourrait bêtement sauter dans eh ben forcément ça veut dire qu'il y a du feu et que Pitta est monté. Parce que possible, c'est une hypothèse. Mais il y a une autre hypothèse, c'est que Pitta n'a pas bougé dans sa constitution de base, mais que Vata est monté. Et comme il y a plus de vent, entre guillemets, dans la métaphore, c'est l'air qui souffle et qui propage l'inflammation de partout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous avez un doute et que vous êtes en mode, alors attends, je comprends plus rien, là, c'est Pitta, c'est Vata, c'est Yang, c'est Yin, c'est le foie, c'est tu t'embrouilles, tu sais plus. Dites-vous bien que la plupart de ces médecines holistiques sont des médecines ancestrales, hein, parce que médecine chinoise, médecine ayurvédique, je ne vous parle pas de référentiels qui ont 200 ans, hein. Je vous parle de choses qui ont 4000 ans. Et donc, ce sont des médecines qui se sont créées au sens qui se sont institutionnalisées par l'observation. Et quand on est dans les bases de la médecine chinoise ou de l'ayurveda, on est tout simplement face à des médecins qui observent l'environnement, etc. Et donc, on le retrouve beaucoup, surtout en Ayurveda, dans le fait que, en fait, toute leur théorie, entre guillemets, autour de l'énergétique est vachement constituée des éléments. Donc, ils vous parleront beaucoup de vent, de feu, d'eau, de terre, bon, la médecine chinoise aussi, évidemment, hein,
Parce qu'en fait, ils observaient ce qui se passait dans le macrocosme et ils partaient du principe que toi, tu es un extrait de ce macrocosme et qu'a priori, ça doit marcher de la même manière dedans. Et que par exemple, quand il y a trop d'air dedans, ça s'ouvre sur l'inflammation, ça propage de l'inflammation, par exemple. Trop d'air dedans, concrètement, les entrepreneurs, vous me comprenez, hein, moi je suis un exemple typique de déséquilibre Vata en 2 secondes, parce que tu commences, t'as une période de rush, tu commences à t'exciter dans tous les sens, tu cours de partout, tu vas vite, 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 il faut manger, vite, 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 il faut bosser, vite, 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 il faut aller au sport, tu brasses de l'air, j'ai envie de dire dans la métaphore. Donc tu le sais que dans un moment comme ça, tu as des chances, surtout si tu crains un peu comme moi, que ton dosha Vata, il va se déséquilibrer. C'est ok. Tu n'as pas passé ta vie à te dire, faut surtout pas que Vata y bouge, tu vois. Par contre, si tu sais que tu rentres dans une période de rush et que tu as une sensibilité à ce que Vata se déséquilibre, tu vas pouvoir anticiper et te dire, est-ce que je peux le faire descendre un petit peu et puis monter un petit peu Kapha de l'autre côté, qui lui est une énergie beaucoup plus dense, beaucoup plus ancrée et qui va un peu compenser. Donc, je vis concrètement, tu traverses une période de rush, tu cours partout, instaurer un maximum de moments où il se passe rien du tout. Buvez votre café au soleil, et vous faites rien. Vous écoutez pas un podcast, vous écoutez pas de vidéo YouTube, vous écoutez pas de la musique, vous faites rien. Peut-être que peut-être que c'est 3 minutes, peut-être, mais c'est 3 minutes qui sont CAFA et qui viennent contrebalancer. Vous voyez? Donc, je pense qu'en énergétique, d'une manière générale, vous pouvez vous dépatouiller en gardant tout simplement cette logique d'équilibrage et de métaphore. Alors Sarah, tu dis, est-ce que tu as un bon conseil de livre pour connaître le détail des aliments yang et yin? Oui, il s'appelle À la découverte de la diététique chinoise de Josiane Chaplet. Chaplet, oui, c'est ça. Il est super, ce bouquin. C'est celui qui m'a permis, enfin qui a soutenu, on va dire, la création du module de diététique chinoise que vous avez dans la formation là. Vous avez une première partie où elle rappelle les grands principes de la médecine chinoise, le yin, le yang, la théorie des 5 éléments, les cycles d'engendrement, de domination, tout ça, pour avoir un minimum les bases, parce que c'est quand même technique. Après, il y a une deuxième partie qui est alimentation adaptée aux saisons, et à quelques cas particuliers. Vous avez la quatrième partie, c'est des recettes, et la troisième partie, c'est des tableaux. Hypertension artérielle, surpression du yang, machin. Un peu plus technique, mais toi, ça peut te servir pour tes bénéficiaires. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ou point pas clair? Alors, le temps que vous me mettez dans le chat s'il y a quelque chose. Du coup, pour celles qui s'intéressent éventuellement à la formation sur l'énergétique, soit on se connaît, on peut en discuter en message privé, par mail, ou que sais-je. Si on se connaît pas, le mieux c'est quand même qu'on ait un appel découverte, que je m'assure que ça puisse coller avec vos objectifs, etc. C'est une formation qui va durer 2 mois, hein, c'est une petite formation, c'est pas ma grosse formation de la posture. Là, c'est vraiment. Alors pourquoi pas à titre particulier, si vous voulez en savoir plus sur vous, pourquoi pas. Après, très axé évidemment pour les professionnels de l'accompagnement qui peuvent se sentir parfois en fait. J'ai beaucoup de coachs, hein, concrètement, beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes dans mes clients, enfin, dans mes élèves, entre guillemets. Et donc, c'est souvent des personnes qui sentent un peu, des professionnels qui peuvent se sentir désemparés, quoi. C'est un peu, je sais pas, il y a une problématique de procrastination et j'ai tout essayé, quoi. J'ai fait tous mes trucs de coaching qui marchent avec 99% de mes bénéficiaires. Et là, ça marche pas. Et peut-être de venir le voir sous l'angle d'un manipura de chakra qui faiblit, sous l'angle d'une rate, par exemple, qui faiblit, d'un foie qui faiblit, etc. Peut-être ça peut vous débloquer la situation. Donc voilà, le but c'est de vous apprendre à analyser la problématique sous un autre angle et faire des bilans énergétiques, bien entendu. C'est une formation mi-autonomie en ligne, des sessions par Zoom pour qu'on fasse des cas d'études, que je réponde à vos questions, etc. Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a pas plus de questions. Ça n'arrive pas dans le chat, donc je pense que ça a été suffisamment exhaustif, a priori. Donc, merci à vous d'avoir été là en live, et puis merci à toutes celles et ceux qui regardent ça en replay. Je vous envoie le replay dans l'après-midi, et je vous retrouve en formation pour celles qui voudront venir dans 2 semaines. Il reste 6 places. Et pour toutes les autres sur Instagram, formation, coaching, machin. Et la prochaine masterclass, c'est le 6 juin. Oui, mardi 6 juin, 12h30. Non, 12h15, 13h30, comme d'habitude. On va parler du couple, un petit peu. On change d'enregistre. Et celle de juillet, ça sera sur l'argent.
Et en août, je serai pas là. Merci d'avoir été là. Passez une bonne journée et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.